Deuxième partie, donc, les adaptations. Donc, les comics, les adaptations. Dans quel monde on est? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la production de cinéma hollywoodienne, puisqu'en gros, je vais parler plutôt d'Hollywood, hein, c'est simple, puisqu'en France, nous sommes en Europe de l'Ouest, et on le voit bien, même si Cocorico, la France, a un cinéma connu dans le monde entier, quand vous allez dans un MK2, même un cinéma de quartier, oui, il en existe encore quelques-uns. Les trois quarts de ce qui est proposé sont des films américains, hein, donc pas que hollywoodiens, mais enfin en tout cas américains. Voilà, donc je vais parler pour ce cinéma-là. A fortiori dans le cadre du super-héros, puisque c'est un petit peu la problématique. Donc, vous avez sans doute vu qu'aujourd'hui, il y a énormément de films qui sortent, je dirais plus de la moitié, hein, facile, qui sont des adaptations. Alors, ça a toujours existé, les adaptations, mais à ce niveau-là, à ce chiffre-là, c'est assez impressionnant. C'est assez incroyable. Donc là, je parle de cinéma, mais enfin, si on regarde la bande dessinée franco-belge, un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé dans un univers de licence, d'œuvres qui au départ n'étaient pas forcément faites pour avoir des suites, n'étaient pas forcément faites pour être adaptées au départ dans un autre média. Donc, puisqu'on parle d'Alan Moore, on va parler de BD adapté au cinéma, voilà, essentiellement, hein, essentiellement teinté de comics, puisque c'est un petit peu le problème qu'il soulève. Voilà, donc vous regardez l'univers Marvel, l'univers DC, mais pas seulement. Harry Potter, c'est du livre aussi. On a eu Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'on a? On a un tas de livres pour enfants qui sont adaptés. On a maintenant même des comics indépendants qui sont adaptés. On a aussi chez nous, hein, en France, hein, on a commencé à adapter des choses. Là, on a fait Valérian cette année. On a fait Adèle Blanc-Sec, bien avant. On avait fait tout ça. Et hors adaptation BD, il y a déjà que des adaptations pratiquement. Et en plus, une fois que ces adaptations sont faites, on en fait des univers transmédia, c'est-à-dire que ce sont des films, ce sont des produits dérivés, des bandes dessinées, des statuettes, des t-shirts, des chemises, des sacs, des jeux vidéo, oui j'oubliais, les jeux vidéo, évidemment. Donc ce sont énormément d'œuvres qui sont adaptées de produits déjà existants, préexistants. Alors, j'irai pas sur la problématique de l'adaptation en elle-même et quelle en est sa qualité ou pas. Enfin, quelle est la qualité d'une bonne adaptation, c'est trop compliqué. Je vais rester sur les adaptations en elles-mêmes, ce qui est adapté et surtout ce qui marche. Donc, 10 dernières années, ouais, on peut dire ça, ouais, les 10 dernières années, les plus gros blockbusters, enfin pas blockbusters forcément dans le sens gros film de l'été, mais en tout cas les films qui coûtent cher, qui sont issus de licences tirées de bandes dessinées, de comics là pour être plus précis, sont vraiment au premier rang de ce que le public adoube en fait, puisque dans les Marvel Studios, il y a plusieurs films de Marvel Studios qui font partie des films qui ont rapporté le plus d'argent mondialement sur ces 10 dernières années, bon, même bien plus, certains, je crois. Euh, Pareil pour la trilogie Nolan, donc c'était du Batman, c'était du DC, bah, même système. Euh, on a quoi d'autre dans le genre bande dessinée? Bon, je vais rester là-dessus, hein, c'est déjà assez large. Si on peut dire il y a Star Wars, même si au départ c'était pas une bande dessinée, c'est quand même un univers transmédia bien avant l'heure, qui a qui s'est agrémenté de ses produits dérivés, ses bandes dessinées, ses livres, les jeux vidéo et encore plein d'autres choses.
Évidemment donc, euh, bah, on est donc en 2017 et une époque où si on prend, je vais pas prendre Star Wars, je vais rester sur DC et Marvel. Donc DC Comics, c'est la plus ancienne maison de comics américain. C'est quoi le comics américain? Dernier, enfin début du siècle, années 30 pour être plus précis, presque 100 ans. Qui se sont dit que il y avait peut-être un business à faire avec le fait de réunir des strips de bande dessinée. Des strips, donc en fait, qu'est-ce que c'est un strip? C'est des bandes à suivre tous les jours, un épisode, en fait, c'était feuilletonnant. Voilà, et donc il y avait régulièrement des journaux qui avaient leur page de strip, donc un strip, une histoire, un autre strip, une autre histoire, un autre strip, une autre histoire, un autre strip, une autre histoire. Des petits malins se sont dit, tiens, on va prendre les chutes de ces journaux, on va tout découper, puis on va les coller les uns aux autres et essayer de les vendre, voir ce que ça donne. Et effectivement, ça a marché, faire un public pour ça. Donc d'autres se sont dit, ce serait bien finalement d'en faire un business complet et donc de proposer de la bande dessinée directement avec des œuvres originales. Voilà. Donc d'ici est l'un des premiers à l'avoir fait. Et très vite, il s'est retrouvé à faire du super-héros en acceptant enfin un projet de Superman, le projet de Superman, le premier super-héros américain, on va dire ça comme ça. Même si c'est bien plus compliqué, Xavier Fournier, je sais bien. Je simplifie, mais bon, dans l'idée, je pense que je suis pas loin de la réalité. Donc, ok. Le comics était extrêmement lu. Donc on a eu Superman en 38, Batman en 39. Donc c'est les tout premiers, ceux qui ont donné les codes hein, du super-héros, inspirés d'énormément de choses avant, hein, et notamment des Français, hein, Cocorico pour pas mal de personnages. Toute la population lisait du comics parce qu'à l'époque il n'y avait pas de jeux vidéo, il y avait le cinéma, c'était pas aussi accessible que ça, il y avait une question d'argent quand même dans l'histoire. Et puis même, il y avait même une question d'argent pour produire des films pouvant mettre en image des histoires abracadabrantes. Enfin. D'ailleurs, il suffit de voir les adaptations de super-héros des années 40. Or, le Superman des frères Fletcher, qui est magnifique, hein, je le conseille. Or, ce Superman, bon, ça payait pas trop de mine en fait. Hein. Voilà, je vous invite à regarder tout ça, ça peut être assez drôle. Oui, j'aime bien les dadars et puis j'aime bien en plus, de toute façon, connaître un petit peu ce qui s'est passé à d'autres époques aussi. Donc voilà. Donc on est passé d'une période où beaucoup d'Américains, simplement, hein, il y a aussi le fait que beaucoup étaient analphabètes pour des raisons simples, puisque beaucoup venaient d'autres pays que l'Amérique. Donc voilà, l'avantage du comics, enfin, l'avantage de la BD, enfin en tout cas l'avantage de l'image en général, c'est que, bon, sans comprendre le texte, on peut déjà comprendre un petit peu de l'histoire de ce qui se passe. Ok. Donc ça, c'est aussi l'une des raisons du succès du comics. Donc rapidement, Marvel emboîta le pas de DC Comics, avec plein d'autres éditeurs qui sont morts depuis, qui ont été rachetés, des personnages qui ont été rachetés, revendus. Voilà, donc à cette période, c'était quand même pour tout le monde. Il n'y avait pas encore toutes les séparations qu'on connaît, et bon, c'était juste avant-guerre en plus. Donc une fois que la guerre est arrivée, bon bah, ça a été aussi utilisé dans une logique de propagande par certains, pour certains. Bon, voilà. Donc après-guerre, ça s'est un peu essoufflé, et en fait, avec des difficultés de censure, de chasse aux sorcières, bon, ainsi de suite. Et aussi l'avènement de la télévision, donc un produit un peu plus enfantine, ce qui ne veut pas dire que celle des années 30 n'était pas, c'est pas exactement la même chose. Bon. Donc voilà, donc les années 60, âge d'argent, oui c'était l'âge d'or hein, dont je parlais, donc l'âge d'argent. Pour continuer à survivre, la bande dessinée américaine a dû faire des choix et se créa un comité de censure les permettant justement aux libraires de continuer à les vendre.
Alors évidemment, les créatifs sont beaucoup plus malins que la censure en elle-même. Donc il est évident que dans un tas de récits des années 60, 70, malgré la censure, des tas de récits mainstream, malgré la censure, étaient bien plus réflexifs et bien plus profonds que ce qu'on pouvait penser. Évidemment, bon, c'est pas l'ensemble des comics quand même, faut pas exagérer. Mais bon, c'était un petit peu l'idée. Quoi qu'il en soit, donc les clients de l'époque, les lecteurs de l'époque étaient déjà plus des enfants, ok? Justement parce qu'un tas de thématiques avaient été enlevées après les années 50. Je sais pas, des thématiques par exemple de l'amour au sens large, quoi. Est-ce que ça veut dire le fait qu'il y a différents types d'amour, que les réalités de la vie comme la violence en elle-même, qu'est-ce que c'est que la violence? Enfin, plein de problématiques, on va dire, plus adultes. Euh, voilà, donc tout ça a été un petit peu vidé du comics de l'époque, et puis Alan Moore est issu un petit peu de cette époque. Voilà. Donc il a lu tout ça. Donc les Quatre Fantastiques, les Spider-Man, les Batman, Superman de l'époque, qui étaient vraiment plutôt light de ce point de vue-là. Même si Superman, enfin Spider-Man avait déjà quand même en lui-même pas mal de notions un peu plus complexes et même Marvel a amené un petit peu ça, quoi, des gens un peu plus ordinaires. Mais bon, ça restait quand même assez enfantin. Voilà. Et donc, pour revenir à aujourd'hui, Euh, quand on regarde les films Marvel, quand même, je ne parle pas en termes de qualité intrinsèque, après chacun ses goûts en plus. Je parle plus en termes de pensée, en termes de pensée toute simple, je veux dire. Donc Iron Man 1, certes, parle bien du fait que Tony Stark est un vendeur d'armes, mais bon, on va pas très loin là-dedans, quoi. On ne parle pas vraiment, on ne clarifie pas vraiment la géopolitique. On sent pas tant que ça la culpabilité de Tony. Voilà, tout ça reste sur la surface. Euh, bon, Hulk, qui est sorti, je crois, la même année, ou peut-être un peu avant, je ne sais plus. Bon, Hulk, c'est encore autre chose, mais enfin, il y a quand même une logique psychologique, de savoir quand on se lâche, quand on se lâche pas. Moi, je l'ai bien aimé, hein, celui-là, contrairement à plein de gens. Et effectivement, il se lâche, mais bon, pareil, on va pas dans les tréfonds de la psychologie, de l'âme humaine, ce que Ang Lee a essayé avec le Hulk numéro 1. Pareil, il a pas bien marché, les gens n'ont pas aimé, c'est un peu bête parce que c'est un personnage qui est très psychologique, hein, c'est pas juste une brutasse, même s'il est cool en tant que brutasse, mais bon, il est autre chose aussi. Voilà, donc ensuite on a eu quoi? On a eu alors étonnamment Captain America qui est déjà plus conscient, qui a quand même tout un discours sur la propagande et sur le refus de Steve Rogers d'être un élément de propagande. Maintenant, pareil, quoi, quand on a l'ensemble du récit, voilà, ça va pas très loin, toujours pareil, je sais pas, en termes de politique, en termes de géopolitique, en termes de philosophie, en termes de, je sais pas, voilà, ça reste toujours light. Il y a quoi ensuite? Bon, Thor, bon, j'irai même pas plus loin. Thor, euh, voilà. On aurait pu faire vraiment une allégorie sur le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir ultime, ou même tout simplement sur la religion. Hein, c'est énorme, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Bon, bah pareil, rien du tout, quoi. Et enfin, les Vengeurs, je crois que j'ai oublié personne à ce moment-là. Les Vengeurs, donc très bien, formidable. On a des extraterrestres qui ressemblent pratiquement à rien, ce qui fait que quand on les explose, bah, on se rend pas vraiment compte de leur douleur. Enfin, bon, donc c'est pas vraiment des tueurs, les Vengeurs, mais bon, c'est quand même des tueurs sans être des tueurs. Enfin bon, c'est un bordel, je sais même pas ce que c'est peut-être des robots, j'en sais rien. Donc même chose, de quoi ça parle réellement? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça amène? Bah, en gros, rappelez-vous, c'est ce qu'on vivait quand on était en maternelle ou en primaire et que on était avec nos potes.
à jouer à chat et qu'il y avait un groupe de méchants garçons qui venaient nous embêter parce qu'ils aimaient bien notre veste, par exemple. D'accord? Et ben, nous, on avait plein de potes différents et on se réunissait en tant que potes et on leur foutait une branlée. Ok, donc formidable, assez basique hein, comme réflexion. Voilà. Donc, je vais pas aller au bout de tout ce qui s'est fait ensuite chez Marvel, mais en gros, c'est ça. Hein, l'idée, c'est ça. Ça creuse jamais très loin. Civil War aurait pu être énorme là-dessus, mais ce n'est pas le cas. On va dire le seul qui touche beaucoup plus à ça, c'est le Winter Soldier. Voilà, je dirais que c'est à peu près le seul. Il est assez solide sur le premier amendement, le fait justement d'être son propre protecteur, l'idée que l'Amérique est pas parfaite, bon, ainsi de suite. C'est très bien, mais enfin bon, le comics original, c'est dans les années 70 et à l'époque du Watergate. Là, c'était vraiment quelque chose. Là, c'était vraiment, ok. Là, il y avait vraiment un truc nouveau, une réflexion nouvelle. Ok. Bon, on est en 2017, enfin, on est dans les années 2000. Hein. Donc des choses comme ça, on le sait depuis longtemps. Enfin, je pense que les Américains le savent depuis longtemps. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil, même chose. Donc tout ça est très simpliste, tout ça est très noir et blanc, donc tout ça est très enfantin. Je suis navré les gars, hein. Je sais que voilà, il y en a plein qui vont pas être contents, c'est pas contre vous, mais à un moment, regardez les choses quoi, telles qu'elles sont. Pour DC Comics, bon alors c'est plus compliqué parce que DC Comics c'est énormément de choses et effectivement la trilogie de Nolan, on est ailleurs, hein, on est justement sur l'inverse de ça, quoi. La trilogie Nolan parle de terrorisme, de fanatisme, de système à la Big Brother, parle de géopolitique, parle de la folie, parle de la peur. Waouh! Non, mais le nombre de thèmes dans ces films est incroyable. Quoi. Effectivement, euh, Batman fait beaucoup moins rêver, hein. Beaucoup moins rêver. Et effectivement, bon, à l'époque, j'étais plus jeune quand je les ai vus. Bon, j'étais pas enfant, donc, mais j'étais plus jeune. Je sais pas s'il y a 10 ans, j'aurais compris grand-chose à ce Batman. C'est voilà. Donc pour le coup, là, c'est complètement différent. Donc d'ici aujourd'hui, a essayé des choses. Il a essayé avec Man of Steel. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, franchement, pas mal. Après, bon, scénaristiquement, bah, pour pareil, et thématiquement, intéressant, mais bon, pareil, ça va pas hyper loin. Je sais que c'est aussi Nolan qui est dedans. Il y a des choses super intéressantes, mais bon. Bon, alors Batman, Superman, V Superman, bon, voilà. Et Wonder Woman, pareil, bon, alors, je vais pas me faire taper dessus, donc voilà. Mais bon, du point de vue œuvre complète, œuvre qui, quand on en ressort, nous fait réfléchir, œuvre qui nous vous rend meilleur après, euh, bon, enfin, passé un certain âge, je sais pas, je dirais passé 15 ans, bah, normalement, ça devrait plus avoir d'impact sur nous. Enfin, normalement. Hein, enfin, quand je dis normalement, je parle pas en termes médicaux, hein, tout le monde est différent. Mais enfin, en termes de moyenne, en termes de tendance, bah, voilà, on sort pas à 40 ans de Iron Man en se disant oh mon Dieu, c'est la vie, d'accord? Ou alors c'est que vraiment sa vie a été très compliquée, c'est dommage. Donc c'est le moment de changer. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui quand même, messieurs dames. Faut bien vous en rendre compte. Donc c'est très bien d'avoir des films pour se divertir, c'est génial. C'est génial, mais le cinéma, c'est le septième art. Donc ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi de l'art. Et l'art, la création, c'est aussi fait pour réfléchir, c'est fait pour énormément de choses. Enfin, c'est fait pour, d'ailleurs. Ça permet ça, plutôt. Ça permet toutes ces choses-là, ok? Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on vit aujourd'hui, ok?
sachant que ces films-là marchent dans le monde entier. À un moment, il faut quand même se poser la question. Voilà, messieurs, dames. Donc, partie 2 bientôt.